Mobutu du Zaïre est protégé par le gouvernement tanzanien. Transformer toute cette richesse. Préserver l'unité. 58 nouveaux présidents élus. Le 16 janvier 2001, la République démocratique du Congo a sombré dans l'incertitude. Le président du pays, Laurent Désiré Kabila, était assis dans son bureau lorsque l'un de ses gardes du corps est entré, a pointé son pistolet sur lui et a tiré à plusieurs reprises. L'actualité internationale, et cette fois c'est certain, Laurent Désiré Kabila est mort. Il aurait succombé à ses blessures la nuit dernière à Harare au Zimbabwe où on tentait de le soigner. Il sera enterré mardi prochain à Kinshasa. Le journal télévisé a ensuite présenté son successeur comme étant son fils, Joseph Kabila, âgé de 29 ans, et qui ne s'était pas encore bâti un nom. Ce jeune homme était toutefois connu des diplomates étrangers et du public congolais. Il était par ailleurs au rang de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo de son père, alors qu'elle a renversé le gouvernement de Mobutu. Il jouissait d'une légitimité parmi les militaires et de la confiance étroite de son père, d'où la raison pour laquelle ils l'ont choisi pour succéder à son père. Le jeune Kabila a hérité d'un pays qui traversait une guerre insoluble, vide d'institutions civiles et l'héritage des violations des droits de l'homme commises sous les règnes de son père, Laurent Désiré Kabila, ainsi que du dictateur Mobutu. Il aura à faire ainsi face à de nombreux défis pendant sa gestion du pays. Aujourd'hui, nous vous parlerons de l'histoire de l'ascension de Joseph Kabila, ainsi que ses 18 ans de règne en République démocratique du Congo. Les origines de Joseph Kabila, y compris sa filiation, son lieu et sa date de naissance font l'objet d'une controverse persistante. Les rumeurs et de nombreux complots sur les origines de Joseph Kabila demeurent. Toutefois, de ce qui existe, Joseph Kabila et sa sœur jumelle Jeannette sont nés vers le 4 juin 1971 à Hewabourade, dans le territoire de Fizi, province du Sud Kivu au nord de Kantaga en République démocratique du Congo. Hewaboura se trouve assez haut dans la montagne, sur le mont Makanga, entre les villages Kibili et dans la région de Kilemboué, secteur de Loulange. C'était le quartier général de la guérilla de Laurent Désiré Kabila, son père. La mère de Joseph Kabila, Sifa Mahenya, était l'une des 3 épouses de Laurent Kabila. Elle est de la province de Maniema, au centre-est du Congo. Certaines personnes ont affirmé qu'elle était une Tutsi venue du Rwanda. De nombreux détracteurs de Joseph Kabila ont soutenu qu'il était un étranger. Cette accusation l'a poursuivi des années plus tard, car le chef de l'opposition, Étienne Tshisekedi, l'a accusé de ne pas être le fils légitime de Laurent Kabila. Cette accusation avait une certaine signification, surtout dans un pays qui était encore sous le choc d'une invasion des forces rwandaises dans ce qui est devenu les guerres du Congo. Laurent Désiré Kabila a déménagé sa famille en Tanzanie dans les années 1970, après des années passées à diriger un mouvement rebelle infructueux contre le dictateur Mobutu. Laurent Kabila était un homme recherché et vivait discrètement en exil entre l'Ouganda et la Tanzanie afin d'éviter l'attention des services de renseignement de Mobutu. Les gens qui connaissaient Joseph Kabila à cette époque le décrivaient comme un jeune homme intelligent, sportif et passionné et qui avait une admiration énorme pour les héros révolutionnaires comme Thomas Sankara, Che Guevara et Museveni. Joseph Kabila a fait ses études primaires et secondaires en Tanzanie dans des écoles basées sur le système scolaire britannique où il a appris à parler anglais dès son plus jeune âge. Il parlait également couramment le Swahili, mais pas le Lingala qui est la langue parlée dans la capitale du Congo, Kinshasa. Après avoir terminé le primaire et le secondaire, le jeune Joseph Kabila s'est formé dans l'armée rwandaise pendant 3 ans avant de poursuivre ses études. Joseph Kabila venait tout juste de commencer l'université en Ouganda en 1996 lorsque son père l'a appelé pour l'aider dans la guerre rebelle contre le président Mobutu. Dans les périodes de 1996 et 1997, connues comme la première guerre du Congo, Laurent Désiré Kabila a dirigé l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, l'AFDL, le groupe rebelle qui voulait mettre fin à la dictature de Mobutu. Durant cette guerre, Joseph Kabila a travaillé aux côtés d'une personnalité rwandaise de premier plan,
James Kabarebe, qui était à l'époque stratège militaire et chef du mouvement rebelle AFDL de Laurent Désiré Kabila. James Karabéré souhaitait que le jeune Joseph, alors âgé de 25 ans, participe aux opérations militaires menées par les forces de l'AFDL sur le sol congolais. Derrière l'AFDL de Laurent Désiré Kabila se trouvaient les troupes de la puissance de feu et le conseil diplomatique du Front patriotique rwandais, le mouvement de résistance nationale ougandais, mais aussi le Front populaire de libération de l'Érythrée, ainsi que le gouvernement burundais et tanzanien. Les membres de cette coalition des mouvements de libération avaient chacun leur propre motivation pour vouloir renverser Mobutu. Lorsque cette coalition a scellé le sort de Mobutu, Laurent Désiré Kabila a annoncé en mai 1997 de Lumumbashi qu'il assumait la présidence de la République. Suite à l'accession de Laurent Désiré Kabila à la présidence, le jeune Joseph Kabila a ensuite suivi une formation complémentaire à l'Université de la Défense nationale de Pékin en Chine. L'aide que Laurent Désiré Kabila avait reçue des deux soi-disant pays amis, le Rwanda de Paul Kagame et l'Ouganda de Museveni, n'était pas venue sans condition. Le peuple congolais ressentait un profond ressentiment face à la présence et l'influence rwandaise et ougandaise dans leur pays. Les Congolais ont incité Laurent Désiré Kabila à reconsidérer ses relations avec ses anciens amis. Dans un contexte de détérioration des relations avec le Rwanda, le président Kabila a démis James Kabarebe de son poste de chef d'état-major de l'armée et a ordonné aux soldats rwandais de quitter la RDC. Cela a déclenché la deuxième guerre du Congo. Dans les mois suivants, la RDC a été divisée en deux zones, l'une dirigée par Laurent Kabila avec le soutien des forces armées du Zimbabwe, de l'Angola, de la Namibie, du Tchad et du Soudan, et l'autre par la branche armée ougandaise et burundaise. En plus de ces forces, un groupe appelé le MLC, Mouvement de libération du Congo, dirigé par Jean-Pierre Bemba Gombo, et le RCD-KML, Rassemblement congolais pour la démocratie Kisangani, mouvement de libération, a occupé d'autres régions du pays. La deuxième guerre du Congo a précipité le retour de Joseph Kabila au Congo en août 1998 lorsqu'il a été nommé général-major et chef d'état-major de l'armée congolaise à l'âge de 27 ans. Sa promotion rapide a surpris beaucoup compte tenu du temps très court qu'il avait passé dans l'armée. Il a été l'un des principaux commandants militaires pendant la deuxième guerre du Congo. La vie de Joseph Kabila a radicalement changé au début de 2001. Le 16 janvier 2001, son père Laurent Désiré Kabila était assis dans son bureau au palais à Kinshasa lorsque l'un de ses gardes du corps lui a tiré dessus à plusieurs reprises. À la suite de cet incident, les conseillers de Laurent Kabila se sont empressés de faire en sorte que son cadavre soit transporté par avion au Zimbabwe sous le couvert de se faire soigner. Les frontières du Congo ont été fermées, les aéroports et un couvre-feu a été annoncé lorsqu'il est devenu évident que les blessures par balle de Laurent Kabila étaient mortelles. Ses proches alliés, en consultation avec plusieurs membres du cabinet présidentiel, se sont réunis afin de décider d'un successeur et ils ont choisi son fils. Joseph Kabila était la seule personne capable de travailler avec les factions gouvernementales et militaires. Avec cette nomination, des tensions ont éclaté entre les hauts responsables du gouvernement. Joseph Kabila n'avait que 29 ans et n'avait pratiquement aucune expérience. Donc, des commandants militaires devaient être convaincus de l'aptitude de Joseph Kabila à gouverner. Cela n'était pas difficile puisque Joseph Kabila était bien connu et généralement respecté au sein de l'armée. Un obstacle inattendu était la réticence initiale de Joseph Kabila à accepter l'offre que les conseillers de son père lui ont demandé de devenir président. On dit qu'il était au début très résistant à l'idée, probablement parce qu'il craignait pour sa vie. Il a finalement cédé et accepté la proposition. Et ainsi, le 27 janvier 2001, 11 jours après la mort de son père, Joseph Kabila est devenu président de la République démocratique du Congo et à l'époque le plus jeune chef d'État du monde. Les Congolais ne savaient pas à quoi s'attendre de leur nouveau président. Ils ne savaient pas s'il était assez fort pour maintenir l'unité ou s'il pouvait poursuivre la guerre ou la paix. À une certaine époque, de nombreuses personnes étaient mécontentes de la manière dont Joseph Kabila était arrivé au pouvoir. Elles s'opposaient donc au fait qu'il ait été choisi secrètement et automatiquement. D'autres désapprouvaient ce choix parce qu'ils n'étaient pas satisfaits du bilan de son père en tant que dirigeant.
Il pensait également que Joseph Kabila était facilement influençable, une marionnette des conseillers de son père. Quoi qu'il en soit, lorsque Joseph Kabila est devenu président, le pays était confronté à de nombreux défis. Près de la moitié du territoire national était occupé par les armées des pays voisins qui avaient leur propre plan pour le Congo. Malgré cette situation compliquée, Joseph Kabila a fait preuve d'une forte volonté. Il a compris que rester au pouvoir ne pouvait pas être laissé au hasard. Immédiatement après avoir hérité de la présidence, il a pris des décisions surprenantes qui s'écartaient complètement de celles de son père. Entre autres, il a licencié les anciens conseillers de son père et alliés. Joseph Kabila a également entamé les relations bilatérales avec des alliés clés tels que les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et la Belgique, entre autres. Son voyage en France, aux États-Unis et en Belgique, à peine une semaine après son accession au pouvoir, a accru sa légitimité, tant au niveau national qu'à l'étranger. Joseph Kabila a évoqué la nécessité de restaurer la paix et de consolider la communion nationale, la relance de l'accord de paix de Lusaka, le retour à la vie démocratique et l'ouverture du système politique. Kabila a également eu des entretiens avec des groupes rebelles et le gouvernement des 5 pays, à savoir le Rwanda, l'Ouganda, le Zimbabwe, l'Angola et la Namibie, qui avaient des troupes au Congo. En décembre 2002, Joseph Kabila était signataire d'un accord avec les rebelles pour mettre fin à la guerre et former un gouvernement de transition à partage partiel. Cet accord, connu sous le nom d'accord global et inclusif, a été signé le 16 décembre 2002. Les partis ont convenu de combiner leurs efforts afin de parvenir à la réconciliation nationale. À cet effet, ils ont décidé de mettre en place un gouvernement d'unité nationale qui organiserait à terme des élections libres et démocratiques après une période de transition dont la durée était fixée par l'accord. L'accord a gardé Joseph Kabila comme président par intérim avec 4 vice-présidents et d'autres figures du mouvement rebelle comme Jean-Pierre Bamba. Cet accord a été ratifié en avril 2003. Les soldats de la paix des Nations Unies sont arrivés en République démocratique du Congo à fin mars 2003 pour surveiller le cessez-le-feu et le retrait des troupes. Par exemple, en 2004, il a été victime d'une tentative de coup d'État. Heureusement pour Joseph Kabila, ses forces loyalistes ont écrasé le coup d'État. Malgré cette tentative, il a poursuivi son dessein d'unifier le pays. En 2001, lorsque Joseph Kabila prenait le pouvoir, l'économie était dans un état désastreux, sans infrastructure de croissance, une inflation rapide et une monnaie en chute libre. Joseph Kabila a approché la Banque mondiale, le FMI et les donateurs occidentaux au Congo. Les premiers résultats de ces réformes ont au moins été impressionnants et la valeur du franc congolais s'est stabilisée. De nouveaux investissements ont afflué dans le secteur de la construction des infrastructures de télécommunications minières. Toutefois, les indicateurs de développement sont restés inférieurs à la moyenne africaine, avec une augmentation de l'espérance de vie et de la scolarisation et une baisse spectaculaire de la mortalité infantile. Les indicateurs économiques se sont toutefois améliorés sous les règnes de Joseph Kabila, bien qu'ils soient restés en deçà du potentiel du pays. Cependant, le principal défi était de diversifier les économies congolaises, étant donné que la majeure partie de la croissance dépendait encore de l'exploitation minière. Malheureusement, la corruption augmentait et Joseph Kabila et sa famille ont été accusés d'être les principaux auteurs de la corruption dans le pays ainsi que d'abuser du pouvoir pour s'enrichir. Par exemple, une organisation connue sous le nom de Groupe de recherche sur le Congo a publié un rapport en collaboration avec Bloomberg News a exposé les réseaux complexes d'entreprises que le président et ses proches ont construits au pays. Le rapport a montré que les Kabila étaient impliqués dans tout, de l'agriculture à des mines, à l'aviation et à la construction. Ce rapport alléguait également que de nombreuses entreprises liées à Kabila recevaient un traitement spécial. Par exemple, il y avait des mines protégées par les gardes présidentiels. Il y avait une entreprise ayant des liens avec la famille Kabila qui aurait reçu $60 sur les $185 de frais pour chaque nouveau passeport congolais. Les journaux panaméens publiés en avril 2016 ont révélé que la chère jumelle de Kabila, Jeannette, sous différents noms, détenait une part indirecte du plus grand opérateur de téléphonie du pays. Une autre enquête intitulée Braquage du Congo, menée par des médias internationaux et des ONG, accusait Joseph Kabila et sa famille d'avoir siphonné au moins $138 millions américains dans les caisses de l'État. Ces détournements de fonds ont eu lieu de 2013 à 2018, selon les auteurs de cette enquête. L'acteur principal aurait été le frère de Kabila, Francis Selemani.
Il semblerait que Soleimani ait acheté de nombreuses maisons de luxe aux États-Unis et en Afrique du Sud, en partie grâce à des fonds détournés du gouvernement congolais. Dans le cadre du processus de paix qui a mis fin à la guerre en 2003, le Congo a introduit une nouvelle réforme dans le cadre du système politique. Les différents dirigeants rebelles ont rebaptisé leurs milices en partis politiques et ont échangé leurs uniformes contre des costumes. Une nouvelle constitution a été rédigée, de nouveaux puissants soutiens internationaux et nationaux, dont les diplomates américains à Kinshasa ont permis à Joseph Kabila de contrecarrer ses opposants en quête de la présidence, notamment pendant les élections de 2006. Le principal parti d'opposition, Etienne Tshisekedi, a continué à jouer son rôle d'opposant. La réélection de Joseph Kabila en janvier 2011, des suites d'un amendement constitutionnel, a éliminé le deuxième tour dans la course présidentielle, permettant à un candidat de gagner sans nécessairement avoir la majorité des voix. Le climat politique qui a précédé les élections était tendu et ponctué de violence en raison des tensions entre les partis. Plusieurs surveillances internationales et certains ont qualifié les élections de 2011 de mal organisées et ont dénoncé de nombreuses irrégularités. Les observateurs internationaux ont même rapporté que dans certaines circonscriptions, des taux de participation incroyablement élevés ont été constatés et que des centaines de milliers de bulletins de vote avaient disparu. Pour sa part, l'archevêque de Kinshasa a déclaré que les résultats de la commission électorale ne confirmaient ni la vérité ni la justice. En effet, la proclamation de Joseph Kabila comme vainqueur des élections présidentielles a soulevé les questions de sa légitimité et a plongé le Congo dans une grave crise constitutionnelle. Mais les résultats ont été confirmés par la Cour suprême et Joseph Kabila a été investi le 20 décembre 2011. Dans les années qui ont suivi, Joseph Kabila a été la cible de protestations alors qu'il y avait des soupçons dès 2011 qu'il ne démissionnerait pas à la fin de son mandat en 2016 et qu'il chercherait des moyens de prolonger son mandat. Ces soupçons se sont confirmés lorsque 3 ans avant le vote prévu, il a fait pression en faveur d'un amendement constitutionnel qui supprimerait la limite de 2 ans de mandat. Mais cette tentative a échoué et a déclenché des défections au sein de la coalition au pouvoir de Kabila. Ses alliés ont ensuite proposé un long recensement national qui repousserait la date, mais qui a également échoué. Kabila s'est donc tourné vers des moyens plus créatifs. Par exemple, le gouvernement a annoncé que les 11 provinces du Congo seraient divisées en 26, ce qui a eu pour effet d'affaiblir les politiciens rivaux et de détourner les ressources des élections. Les soupçons contre Kabila se sont renforcés après que la Cour constitutionnelle a statué en mai 2016 que si les élections étaient retardées, Joseph Kabila resterait en fonction jusqu'à ce qu'un successeur puisse être élu et installé plus tard. Le tribunal a fait une demande de la commission électorale visant à reporter les élections de 2016. L'une des raisons évoquées pour retarder les élections était la logistique liée à la tenue des élections. L'élection présidentielle a finalement été reportée et programmée pour le 23 décembre 2018. Après des périodes de spéculation sur les intentions de Joseph Kabila, il a été confirmé qu'il ne présenterait pas à l'élection et qu'il soutiendrait plutôt la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadari. Lorsque les résultats ont été proclamés, Félix Tshisekedi, fils d'Etienne Tshisekedi, décédé en 2017, est élu. Martin Fayulu, un autre candidat de l'opposition, et d'autres ont accusé Félix Tshisekedi et Joseph Kabila d'avoir conclu un accord pour assurer la victoire électorale du premier en échange de la protection des intérêts de Kabila. Martin Fayulu a contesté les résultats devant la Cour constitutionnelle, mais le tribunal a déclaré Tshisekedi vainqueur. Joseph Kabila a démissionné le 24 janvier 2019, mettant fin à son mandat. Cet événement constitue la première transition pacifique du pouvoir au Congo depuis son indépendance en 1960. Ceci marque la fin des 18 années de règne de Joseph Kabila en République démocratique du Congo. Merci et à la prochaine. Après la chute de Mobutu Sese Seko, le plus ancien président de la République démocratique du Congo, le nouveau président, Laurent Désiré Kabila, a lancé une offensive massive pour rétablir l'ordre public et réorganiser la nation. Il a renommé le pays Zaïre en République démocratique du Congo et a rebaptisé l'armée nationale en Forces armées congolaises, FAC. Au départ,
Son administration s'est montrée prometteuse puisque l'inflation est tombée à 5% au début de 1998. Mais malgré cet optimisme initial, la popularité de Kabila a rapidement décliné. Voulant centraliser tout le pouvoir autour de lui, il est devenu de plus en plus autoritaire, abolissant la Constitution, le Parlement, la Commission électorale et le système multipartite existant, ne laissant que son parti, l'AFDL, au pouvoir. Bientôt, son régime fut confronté à des défis importants, notamment des luttes internes, une immense dette extérieure et surtout la réticence de ses bailleurs de fonds étrangers à se retirer dans leurs pays respectifs. En fait, les pays voisins comme le Rwanda et l'Ouganda ont joué un rôle crucial dans l'assassination au pouvoir de Kabila et les représentants occupaient des postes influents au sein de l'armée congolaise. En fait, le chef d'état-major de Kabila était un éminent officier rwandais du nom de James Kabarebe. Les Rwandais espéraient que leur présence dans l'armée congolaise contribuerait à démanteler les derniers auteurs du génocide rwandais qui se cachaient encore au Congo. Cependant, le dirigeant congolais est devenu de plus en plus méfiant à l'égard de ces éléments étrangers et a commencé à s'entourer de compatriotes katangais dans l'armée. Cela a jeté les bases de la division entre lui et ses partisans qui avaient espéré contrôler le Congo en installant leurs propres pions. Mais Kabila s'est révélé être un missile non guidé. Le 14 juillet 1998, au milieu des protestations contre l'ingérence étrangère, Laurent Désiré Kabila a annoncé le limogeage de James Kabarebe, le remplaçant par un Congolais d'origine du nom de Célestin Kifwa. Bien que cette décision ait mis à rude épreuve les relations déjà difficiles avec le Rwanda, Kabila a tenté d'atténuer le coup en faisant de Kabarebe le conseiller militaire de Kifwa. Mais 2 semaines plus tard, il a complètement abandonné cette décision et a ordonné à toutes les forces militaires rwandaises et ougandaises de quitter le pays en 24 heures. Tous les militaires étrangers ont été expulsés du Gabon sans cérémonie. Cependant, les personnes les plus alarmées par cet ordre étaient les Tutsis, Banyamulenge de l'Est du Congo, qui étaient étroitement alignés sur les Rwandais. Tout comme les tensions entre eux et d'autres groupes ethniques du Congo avaient déclenché la première guerre du Congo, de nouvelles tensions entre eux et l'armée de Kabila allaient déclencher l'une des guerres les plus sanglantes et les plus meurtrières de l'histoire de l'Afrique. Le 2 août 1998, la rébellion a éclaté dans l'est du Congo, lorsque les 10e et 12e brigades de l'armée congolaise, majoritairement Banyamulenge, se sont mutinées contre leurs officiers. Le lendemain, les troupes des armées rwandaises, ougandaises et burundaises franchissent la frontière pour les soutenir. Ensemble, ils ont formé le Rassemblement pour la démocratie congolaise, le RCD, et ont rapidement dominé les provinces du Nord et du Sud Kivu, prenant le contrôle des villes clés d'Uvira et Bukavu. Dirigé par un intellectuel congolais du nom de Ernest Wamba Djawamba, le RCD se heurtait souvent aux milices locales, comme les Mai-Mai et les Interweb, qui contrôlaient désormais l'intérieur et étaient soutenus par Kabila. Le 4 août 1998, les soldats rwandais et ougandais sous le commandement de James Kabarebe décidèrent de porter la guerre aux portes de Kabila. Ils ont détourné 3 avions de ligne dans l'Est et ont envoyé une force d'élite vers la base militaire de Kitona, près de l'embouchure du fleuve Congo. Dès là, ils ont menacé de prendre la capitale congolaise de Kinshasa par l'ouest. Rapidement renforcés par d'autres vols, ils s'intègrent aux troupes de l'ancienne armée de Mobutu et atteignirent environ 11 000 hommes. Bientôt, les villes de Kitona commencèrent à tomber rapidement, alors que les forces gouvernementales, composées de seulement 6 000 hommes, étaient complètement submergées par les rebelles. Le 13 août, moins de 2 semaines après le début de la révolte, les rebelles avaient pris le contrôle de la ville portuaire cruciale de Matadi et la centrale hydroélectrique d'Inga, coupant ainsi l'électricité à Kinshasa. Kabila semblait au bord de la défaite car ses troupes n'avaient aucune chance contre les hommes de Kabarebe. Mais juste à temps, il a reçu une aide étrangère. Entre le 19 et le 22 août, des soldats des armées zimbabwéennes et angolaises entrent au Congo et commencent la libération de Kitona.
Les choses ont rapidement dégénéré en une véritable guerre continentale lorsque les troupes de Namibie, du Soudan, du Tchad et de la République centrafricaine ont rejoint les combats s'alignant sur Kabila. Ils ont été soutenus par la Libye qui a fourni quelques avions. En fin de compte, Kabila disposait d'une armée de 7 nations face aux armées de 3 pays de l'Est opérant derrière le RCD. En peu de temps, l'ouest du Congo était de retour aux mains de Kabila. Premières images du port de Matadi, repris par les forces gouvernementales. La victoire est congolaise, mais le matériel vient du Zimbabwe et les soldats sont angolais. La poignée de main est symbolique, celle de Joseph Kabila, le fils du président, remerciant le chef d'état-major des armées angolaises. Les rebelles n'auraient opposé qu'une faible résistance, et malgré quelques feux rapidement maîtrisés, le port semble être intact. Alors qu'une colonne blindée angolaise traversait la frontière depuis Cabinda en Angola, attaquant les rebelles par l'arrière et reprenant Kitona. En conséquence, de nombreux soldats rebelles ont été tués, mais les officiers rwandais et ougandais ont réussi à retourner vers l'Est. En menant la guerre dans la région orientale, l'armée pro-Kabila a adopté une stratégie unique. Les troupes angolaises avancèrent vers l'Est, se glissant dans une brèche entre deux commandements zimbabwéens. L'un en provenance de Kinshasa et l'autre voyageant par la route de la Zambie au Katanga. Pendant ce temps, la RCD poursuivait son avancée vers l'Est, s'étendant depuis Goma en septembre et capturant les villes de Moba, Manono, Kisangani et Watsa. En octobre, ils prennent la ville de Kindu, la capitale de la province de Maniema, ouvrant ainsi la voie au Kasaï. Novembre a vu l'émergence d'un nouveau mouvement rebelle, soutenu exclusivement par l'Ouganda dans le nord-ouest du Congo. Il s'appelait le Mouvement pour la libération du Congo, le MLC. Il était dirigé par un homme du nom de Jean-Pierre Pamba, fils de l'homme d'affaires le plus riche de l'ère de Mobutu. Ils sont devenus une force prédominante dans la région du nord-ouest. Voyant cela, Kabila a envoyé environ 2000 soldats tchadiens dans la province de l'Équateur pour stopper l'avancée du MLC. En janvier 1999, les rebelles ont renouvelé leur offensive sur 3 fronts. Le sud vers le Katanga, à l'ouest vers Mujimaï et vers Mbandaka. En conséquence, les Zimbabwéens ont déployé des renforts à Mujimaï et ont empêché les rebelles de s'emparer de la ville. Pendant ce temps, le MLC de Jean-Pierre Bamba poursuivait son avancée dans le nord, battant avec succès l'armée tchadienne et occupant la majeure partie de la province de l'Équateur, à l'exception de la capitale Mbandaka. Fin 1999, la carte du Congo était désormais clairement divisée. Kabila et ses alliés contrôlaient l'ouest et le sud, tandis que le MLC de Bamba, soutenu par l'Ouganda, dominait le nord. À l'est, le RCD de Wamba-Djawamba, soutenu par le Rwanda et l'Ouganda, a combattu les Interaoué et les milices Maïmaï soutenues par Kabila. Les efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit étaient en cours depuis le début, mais aucun n'avait abouti. Cependant, en juillet 1999, une lueur d'espoir est apparue à Lusaka, en Zambie, où les 6 pays en guerre ont signé un accord de cessez-le-feu. Ils ont convenu de créer une commission militaire conjointe pour désarmer et documenter tous les groupes armés et milices au Congo. Cependant, quelques mesures concrètes ont été prises pour désarmer ces milices et dans les mois suivants, chaque camp a accusé l'autre de violer à plusieurs reprises le cessez-le-feu et a repris la guerre. Au cours de la deuxième phase de la guerre, les tensions au sein de la direction du RCD ont atteint un point d'ébullition lorsque son chef, Ernest Wamba-Djawamba, a été évincé au profit d'une personnalité pro-rwandaise du nom de Émile Ilunga. En conséquence, Wamba a décidé de déplacer sa base de Goma vers Kisangani, contrôlée par l'Ouganda, formant ainsi une faction dissidente connue sous le nom de Mouvement de libération du RCD. Cette scission a laissé une faction pro-rwandaise du RCD à Goma. Dans les mois suivants, l'alliance entre le Rwanda et l'Ouganda va ronger les pierres. Ils ne se sont plus battus ensemble pour s'emparer de Kinshasa et à renverser Kabila, mais les uns contre les autres pour prendre le contrôle des richesses minières de Kisangani. Vous voyez, Kisangani était le principal,
centre régional de commerce des diamants. Et même s'il était contrôlé par l'Ouganda, le Rwanda était également intéressé par les profits et a décidé de déloger son voisin du nord. À au moins 3 reprises, des échanges de tirs ont éclaté dans la rue de Kisangani entre deux factions du RCD faisant des milliers de morts. Les habitants de Kisangani se souviennent aujourd'hui de la guerre d'un jour d'août 1999, de la guerre des 3 jours de mai 2000 et de la guerre des 6 jours de juin 2000. À la fin de l'année 2000, les combats s'étaient installés dans une guerre de tranchées sur des fronts critiques avec les rebelles incapables de progresser davantage, mais capables d'arrêter toute contre-offensive des troupes gouvernementales. Le 16 janvier 2001, Kabila était en réunion avec l'un de ses conseillers au palais de Marbre à Kinshasa, lorsqu'un de ses gardes du corps, un jeune, s'est approché de lui pour lui murmurer quelque chose. Soudain, il a sorti un pistolet et a tiré 3 fois sur Kabila. L'une des balles transperçant mortellement l'arrière de la tête colossale du président. Quelques minutes plus tard, le jeune homme a été tué par balle par l'un des plus proches conseillers de Kabila, la personne du colonel Edi Kampa. Kabila a été immédiatement transporté par avion vers une clinique de Kinshasa, puis transporté au Zimbabwe pour des soins intensifs. Mais malheureusement, il a été déclaré mort vers 10 h du matin, le 18 janvier 2001. Sa dépouille a été restituée pour des funérailles nationales la semaine suivante. Les circonstances entourant l'assassinat de Kabila restent un mystère et ont fait l'objet de nombreux débats. Le consensus cependant est qu'il a été tué par l'un de ses Kadogo, un mot swahili signifiant enfant, soldat. Les Kadogo ont joué un rôle déterminant dans l'accession au pouvoir de Kabila pendant la première guerre du Congo. Mais maintenant qu'il était au pouvoir, il se sentait de plus en plus marginalisé. Leur mécontentement s'est encore accru après le meurtre mystérieux de leur leader bien-aimé et l'un des pères fondateurs de l'AFDL, le parti de Laurent Désiré Kabila, la personne d'Anselme Massassou Nindaga. Cependant, le dernier clou dans le cercueil de Kabila a été lorsqu'il a ordonné l'exécution de 57 Kadogo accusés de complot contre lui. Ironiquement, cela s'est produit exactement la veille de son assassinat. La mort de Kabila a marqué un tournant dans la guerre. À l'unanimité, son fils Joseph Kabila a été rapidement désigné pour le remplacer. À seulement 29 ans, il est devenu l'un des plus jeunes présidents du monde. Moins d'un mois après la mort de son père, il a rencontré Paul Kagame, son homologue rwandais et ennemi juré à New York, et a parlé de paix, d'unité nationale et du rôle de la communauté internationale. En conséquence, la République démocratique du Congo a accepté un plan de retrait de l'ONU avec le Rwanda et l'Ouganda et a commencé à retirer ses troupes des lignes de front. Cependant, cela ne marque pas la fin de la guerre car elle entre désormais dans une phase plus brutale et plus exploiteuse. En 2002, la position du Rwanda dans la guerre a commencé à se détériorer. De nombreux membres du RCD Goma ont soit cessé les combats, soit décidé de rejoindre le gouvernement du jeune Kabila. L'ouest du Congo devenait de plus en plus sûr et l'inflation maîtrisée. À l'est, cependant, le Rwanda et l'Ouganda étaient résolus à capitaliser et à exploiter les vastes ressources minérales présentes au Congo. Entre 1999 et 2000, l'Ouganda a gagné en moyenne 93 millions de dollars par an grâce à ses exportations d'or. Dans le même temps, Rwanda exportait chaque année pour environ 29 millions de dollars du même minerai. C'est beaucoup, surtout si l'on sait qu'aucun des deux pays ne dispose de dépôts nationaux importants. Avant la guerre, l'Ouganda exportait des diamants pour une valeur inférieure à 200 000 dollars américains. Ce chiffre avait été multiplié par 14 pour atteindre 2,8 millions de dollars américains. De même, le Rwanda, un pays sans diamants, exportait chaque année jusqu'à 40 millions de dollars américains de pierres précieuses. En outre, entre 1998 et 2004, les faibles exportations du Rwanda ont plus que triplé. La différence venait des mines de l'Est du Congo, puis il y a eu le coltan. Hormis une requête australienne, l'Est du Congo était le seul endroit au monde où le coltan était extrait. Les Rwandais contrôlaient ces mines. Entre 1999 et 2000, pour une valeur ahurissante de 240 millions de dollars de coltan, la majeure partie de cette somme étant de pur profit.
Sans surprise, le Rwanda et l'Ouganda n'ont pas été les seuls à profiter de ce pillage. De nombreuses sociétés minières multinationales, des marchands d'armes insaisissables, des hommes d'affaires corrompus de Suisse, de Russie, Kazakhstan, de Belgique, des Pays-Bas, Allemagne et des États-Unis ont fait un massacre en capitalisant sur les matières premières volées au Congo et en opérant sur un marché très non réglementé. De plus, le braconnage est devenu une activité économique majeure au Congo. Près de la moitié des 130 gorilles de montagne, déjà une espèce rare, ont disparu pendant la guerre. En outre, la guerre a été marquée par une commercialisation de la violence, des violations généralisées, des droits de l'homme et une haine ethnique déguisée en rivalité commerciale. Environ 60 000 pygmées Mbuti ont été massacrés par le MLC de Jean-Pierre Bamba pendant la guerre. De même, dans le district de Luturi, les deux principaux groupes de population, les Hemas et les Landou, se sont battus farouchement pour le contrôle des mines d'or de la région. La guerre a également conduit à la montée de nombreux groupes militaires locaux composés principalement de jeunes garçons. Dans un pays où le système éducatif s'était effondré et où l'espérance de vie était faible, la guerre a donné à ces garçons un sentiment d'utilité et d'identité. Au cours des mois suivants, les négociations et les pourparlers de paix se poursuivront. Et le 30 juillet 2002, le Rwanda et la République démocratique du Congo ont signé un accord de paix dans la capitale sud-africaine de Pretoria. La guerre a officiellement pris fin lorsque le gouvernement congolais et toutes les principales parties belligérantes ont signé un accord global établissant un gouvernement de transition qui devait être mis en place dans un délai de 10 ans. En termes de victimes, la deuxième guerre du Congo est considérée comme le conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale, coûtant la vie à plus de 5 millions de personnes, la plupart des décès étant dus à la malnutrition et à la maladie. Malgré son impact dévastateur, la guerre a largement échappé à l'attention des médias internationaux en raison de sa complexité et de son obscurité perçue. C'est la fin de notre vidéo, merci et à la prochaine.